20e section du Père Goriot. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Le Père Goriot par Honoré de Balzac. Troisième partie. Trompe la mort. 20e section. Le lendemain devait prendre place parmi les jours les plus extraordinaires de l'histoire de la maison Vauquer. Jusqu'alors, l'événement le plus saillant de cette vie paisible avait été l'apparition météorique de la fausse comtesse de Lambert-Ménil. Mais tout allait pâlir devant les péripéties de cette grande journée, de laquelle il serait éternellement question dans les conversations de madame Vauquer. D'abord, Goriot et Eugène de Rastignac dormirent jusqu'à 11 heures. Madame Vauquer, rentrée à minuit de la Gaîté, resta jusqu'à 10h30 au lit. Le long sommeil de Christophe, qui avait achevé le vin offert par Vautrin, causa des retards dans le service de la maison. Poiret et mademoiselle Michonneau ne se plaignirent pas de ce que le déjeuner se reculait. Quant à Victorine et à madame Couture, elles dormirent la grasse matinée. Vautrin sortit avant 8 heures et revint au moment même où le déjeuner fut servi. Personne ne réclama donc lorsque, vers 11h15, Sylvie et Christophe allèrent frapper à toutes les portes en disant que le déjeuner attendait. Pendant que Sylvie et les domestiques s'absentèrent, mademoiselle Michonneau, descendant la première, versa la liqueur dans le gobelet d'argent appartenant à Vautrin, et dans lequel la crème pour son café chauffait au bain-marie, parmi tous les autres. La vieille fille avait compté sur cette particularité de la pension pour faire son coup. Ce ne fut pas sans quelque difficulté que les 7 pensionnaires se trouvèrent réunis. Au moment où Eugène, qui se détirait les bras, descendait le dernier de tous, un commissionnaire lui remit une lettre de madame de Nucingen. Cette lettre était ainsi conçue. Je n'ai ni fausse vanité, ni colère avec vous, mon ami. Je vous ai attendu jusqu'à 2 heures après minuit. Attendre un être que l'on aime, qui a connu ce supplice ne l'impose à personne. Je vois bien que vous aimez pour la première fois. Qu'est-il donc arrivé? L'inquiétude m'a prise. Si je n'avais pas craint de livrer les secrets de mon cœur, je serais allé savoir ce qui vous advenait d'heureux ou de malheureux. Mais sortir à cette heure, soit à pied, soit en voiture, n'était-ce pas se perdre? J'ai senti le malheur d'être femme. Rassurez-moi, expliquez-moi pourquoi vous n'êtes pas venu, après ce que vous a dit mon père. Je me fâcherai, mais je vous pardonnerai. Êtes-vous malade? Pourquoi se loger si loin? Un mot de grâce. À bientôt, n'est-ce pas? Un mot me suffira si vous êtes occupé. Dites j'accours ou je souffre. Mais si vous étiez mal portant, mon père serait venu me le dire. Qu'est-il donc arrivé? Oui, qu'est-il arrivé? S'écria Eugène, qui se précipita dans la salle à manger en froissant la lettre sans l'achever. Quelle heure est-il? 11h30, dit Vautrin en sucrant son café. Le forçat évadé jeta sur Eugène le regard froidement fascinateur que certains hommes éminemment magnétiques ont le don de lancer et qui, dit-on, calme les fous furieux dans les maisons d'aliénés. Eugène trembla de tous ses membres. Le bruit d'un fiacre se fit entendre dans la rue, et un domestique à la livrée de monsieur Taillefer, et que reconnut sur-le-champ madame Couture, entra précipitamment d'un air effaré. Mademoiselle, s'écria-t-il, monsieur votre père vous demande. Un grand malheur est arrivé. Monsieur Frédéric s'est battu en duel, et il a reçu un coup d'épée dans le front. Les médecins désespèrent de le sauver. Vous aurez à peine le temps de lui dire adieu. Il n'a plus sa connaissance. Pauvre jeune homme, s'écria Vautrin. Comment se querelle-t-on quand on a 30 bonnes 1000 livres de rente? Décidément, la jeunesse ne sait pas se conduire. Monsieur, lui cria Eugène. Eh bien, quoi, grand enfant, dit Vautrin en achevant de boire son café tranquillement. Opération que mademoiselle Michonneau suivait de l'œil avec trop d'attention pour s'émouvoir de l'événement extraordinaire qui stupéfiait tout le monde. N'y a-t-il pas des duels tous les matins à Paris?
Je vais avec vous, Victorine, disait madame Couture. Et ces deux femmes s'envolèrent sans châle ni chapeau. Avant de s'en aller, Victorine, les yeux en pleurs, jeta sur Eugène un regard qui lui disait « Je ne croyais pas que notre bonheur dût me causer des larmes. » Bah, vous êtes donc prophète, monsieur Vautrin, dit madame Vauquer. Je suis tout, dit Jacques Collin. C'est-y singulier, reprit madame Vauquer en enfilant une suite de phrases insignifiantes sur cet événement. La mort nous prend sans nous consulter. Les jeunes gens s'en vont souvent avant les vieux. Nous sommes heureuses, nous autres femmes, de n'être pas sujettes au duel, mais nous avons d'autres maladies que n'ont pas les hommes. Nous faisons les enfants, et le mal de mer dure longtemps. Quelle quine pour Victorine! Son père est forcé de l'adopter. Voilà, dit Vautrin en regardant Eugène, hier elle était sans un sou, ce matin elle est riche de plusieurs millions. Dites donc, monsieur Eugène, s'écria madame Vauquer, vous avez mis la main au bon endroit. À cette interpellation, le père Goriot regarda l'étudiant et lui vit à la main la lettre chiffonnée. Vous ne l'avez pas achevée. Qu'est-ce que cela veut dire? Seriez-vous comme les autres? Lui demanda-t-il. Madame, je n'épouserai jamais mademoiselle Victorine, dit Eugène en s'adressant à madame Vauquer, avec un sentiment d'horreur et de dégoût qui surprit les assistants. Le père Goriot saisit la main de l'étudiant et la lui serra. Il aurait voulu la baiser. Oh oh, fit Vautrin, les Italiens ont un bon mot. Col tempo. J'attends la réponse, dit à Rastignac le commissionnaire de madame de Nucingen. Dites que j'irai. L'homme s'en alla. Eugène était dans un violent état d'irritation qui ne lui permettait pas d'être prudent. Que faire? disait-il à haute voix en se parlant à lui-même. Point de preuve. Vautrin se mit à sourire. En ce moment, la potion absorbée par l'estomac commençait à opérer. Néanmoins, le forçat était si robuste qu'il se leva, regarda Rastignac, lui dit d'une voix creuse « Jeune homme, le bien nous vient en dormant. » Et il tomba raide mort. « Il y a donc une justice divine, dit Eugène. Eh bien, qu'est-ce qui lui prend donc à ce pauvre cher monsieur Vautrin ?» Une apoplexie, cria mademoiselle Michonneau. Sylvie, allons, ma fille, va chercher le médecin, dit la veuve. Ah, monsieur Rastignac, courez donc vite chez monsieur Bianchon. Sylvie peut ne pas rencontrer notre médecin, monsieur Grimprel. Rastignac, heureux d'avoir un prétexte de quitter cette épouvantable caverne, s'enfuit en courant. Christophe, allons, trotte chez l'apothicaire demander quelque chose contre l'apoplexie. Christophe sortit. Mais, père Goriot, aidez-nous donc à le transporter là-haut, chez lui. Vautrin fut saisi, manœuvré à travers l'escalier et mis sur son lit. Je ne vous suis bon à rien, je vais voir ma fille, dit monsieur Goriot. Vieil égoïste, s'écria madame Vauquer, va, je te souhaite de mourir comme un chien. Allez donc voir si vous avez de l'éther, dit à madame Vauquer mademoiselle Michonneau, qui, aidée par Poiret, avait défait les habits de Vautrin. Madame Vauquer descendit chez elle et laissa mademoiselle Michonneau maîtresse du champ de bataille. Allons, ôtez-lui donc sa chemise et retournez-le vite. Soyez donc bon à quelque chose en m'évitant de voir des nudités, dit-elle à Poiret. Vous restez là comme baba. Vautrin retourné, mademoiselle Michonneau appliqua sur l'épaule du malade une forte claque, et les deux fatales lettres reparurent en blanc au milieu de la place rouge. Tiens, vous avez bien lestement gagné votre gratification de 3000 francs, s'écria Poiret en tenant Vautrin debout, pendant que mademoiselle Michonneau lui remettait sa chemise. Ouf, il est lourd, reprit-il en le couchant. Taisez-vous, s'il y avait une caisse, dit vivement la vieille fille, dont les yeux semblaient percer les murs, tant elle examinait avec avidité les moindres meubles de la chambre. Si l'on pouvait ouvrir ce secrétaire sous un prétexte quelconque, reprit-elle. Ce serait peut-être mal, répondit Poiret. Non, l'argent volé ayant été celui de tout le monde, n'est plus à personne. Mais le temps nous manque, répondit-elle. J'entends la Vauquer. Voilà de l'éther, dit madame Vauquer. Par exemple, c'est aujourd'hui la journée aux aventures. Dieu, cet homme-là ne peut pas être malade, il est blanc comme un poulet. Comme un poulet, répéta Poiret. Son cœur bat régulièrement, dit la veuve en lui posant la main sur le cœur. Régulièrement, dit Poiret étonné. Il est très bien. Vous trouvez demanda Poiret.
dame, il a l'air de dormir. Sylvie est allée chercher un médecin. Dites donc, mademoiselle Michonneau. Il renifla l'éther. Bah, c'est un se passe, entre parenthèses, un spasme. Son pouls est bon, il est fort comme un turc. Voyez donc, mademoiselle, quelle palatine il a sur l'estomac. Il vivra 100 ans, cet homme-là. Sa perruque tient bien tout de même. Tiens, elle est collée. Il a de faux cheveux, rapport à ce qu'il est rouge. On dit qu'ils sont tout bons ou tout mauvais, les rouges. Il serait donc bon, lui? Bon à pendre, dit Poiret. Vous voulez dire au cou d'une jolie femme, s'écria vivement mademoiselle Michonneau. Allez-vous-en donc, monsieur Poiret. Ça nous regarde, nous autres, de vous soigner quand vous êtes malade. D'ailleurs, pour ce à quoi vous êtes bon, vous pouvez bien vous promener, ajouta-t-elle. Madame Vauquer et moi, nous garderons bien ce cher monsieur Vautrin. Poiret s'en alla doucement et sans murmurer, comme un chien à qui son maître donne un coup de pied. Rastignac était sorti pour marcher, pour prendre l'air. Il étouffait. Ce crime commis à heure fixe, il avait voulu l'empêcher la veille. Qu'était-il arrivé? Que devait-il faire? Il tremblait d'en être le complice. Le sang-froid de Vautrin l'épouvantait encore. Si cependant Vautrin mourait sans parler, se disait Rastignac. Il allait à travers les allées du Luxembourg comme s'il eût été traqué par une meute de chiens, et il lui semblait en entendre les aboiements. Eh bien, lui cria Blanchon, as-tu lu Le Pilote? Le Pilote était une feuille radicale dirigée par M. Tissot et qui donnait pour la province, quelques heures après les journaux du matin, une édition où se trouvaient les nouvelles du jour, qui alors avaient, dans les départements, 24 heures d'avance sur les autres feuilles. Il s'y trouve une fameuse histoire, dit l'interne de l'hôpital Cochin. Le fils Taillefer s'est battu en duel avec le comte Franchessini, de la vieille garde, qui lui a mis 2 pouces de fer dans le front. Voilà la petite Victorine, un des plus riches partis de Paris. Hein? Si l'on avait su cela, quelle 30 et 40 que la mort. Est-il vrai que Victorine te regardait d'un bon œil, toi? Tais-toi, Bianchon, je ne l'épouserai jamais. J'aime une délicieuse femme, je suis aimé, Tu dis cela comme si tu te battais les flancs pour ne pas être infidèle. Montre-moi donc une femme qui vaille le sacrifice de la fortune du sieur Taillefer. Tous les démons sont donc après moi, s'écria Rastignac. Après qui donc en as-tu? Es-tu fou? Donne-moi donc la main, dit Bianchon, que je te tâte le pouls. Tu as la fièvre. Va donc chez la mère Vauquer, lui dit Eugène. Ce scélérat de Vautrin vient de tomber comme mort. Ah, dit Bianchon, qui laissa Rastignac seul, tu me confirmes des soupçons que je veux aller vérifier. La longue promenade de l'étudiant en droit fut solennelle. Il fit en quelque sorte le tour de sa conscience. S'il flotta, s'il examina, s'il hésita, du moins sa probité sortit de cette âpre et terrible discussion éprouvée comme une barre de fer qui résiste à tous les essais. Il se souvint des confidences que le père Goriot lui avait faites la veille. Il se rappela l'appartement choisi pour lui près de Delphine, rue d'Artois. Il reprit sa lettre, la relut, la baisa. Un tel amour est mon ancre de salut, se dit-il. Ce pauvre vieillard a bien souffert par le cœur. Il ne dit rien de ses chagrins, mais qui ne les devinerait pas. Eh bien, j'aurai soin de lui comme d'un père. Je lui donnerai 1000 jouissances. Si elle m'aime, elle viendra souvent chez moi passer la journée près de lui. Cette grande comtesse de Restaud est une infâme. Elle ferait un portier de son père. Chère Delphine, elle est meilleure pour le bonhomme. Elle est digne d'être aimée. Ah, ce soir je serai donc heureux. Il tira la montre, l'admira. Tout m'a réussi. Quand on s'aime bien pour toujours, l'on peut céder. Je puis recevoir cela. D'ailleurs, je parviendrai certes et pourrai tout rendre au centuple. Il n'y a dans cette liaison ni crime ni rien qui puisse faire froncer le sourcil à la vertu la plus sévère. Combien d'honnêtes gens contractent des unions semblables? Nous ne trompons personne, et ce qui nous avilit, c'est le mensonge. Mentir, n'est-ce pas abdiquer? Elle s'est depuis longtemps séparée de son mari. D'ailleurs, je lui dirai, moi, à cet Alsacien, de me céder une femme qu'il lui est impossible de rendre heureuse. Le combat de Rastignac dura longtemps. Quoique la victoire dût rester aux vertus de la jeunesse, il fut néanmoins ramené par une invincible curiosité sur les 4 heures et demie, à la nuit tombante, vers la maison Vauquer,
qu'il se jurait à lui-même de quitter pour toujours. Il voulait savoir si Vautrin était mort. Après avoir eu l'idée de lui administrer un vomitif, Bianchon avait fait porter à son hôpital les matières rendues par Vautrin afin de les analyser chimiquement. En voyant l'insistance que mit mademoiselle Michonneau à vouloir les faire jeter, ses doutes se fortifièrent. Vautrin fut d'ailleurs trop promptement rétabli pour que Bianchon ne soupçonnât pas quelque complot contre le joyeux boute-en-train de la pension. À l'heure où rentra Rastignac, Vautrin se trouvait donc debout près du poêle dans la salle à manger. Attirés plus tôt que de coutume par la nouvelle du duel de Taillefer le fils, les pensionnaires, curieux de connaître les détails de l'affaire et l'influence qu'elle avait eue sur la destinée de Victorine, étaient réunis moins le père Goriot et devisaient de cette aventure. Quand Eugène entra, ses yeux rencontrèrent ceux de l'imperturbable Vautrin, dont le regard pénétra si avant dans son cœur et y remua si fortement quelque corde mauvaise qu'il en frissonna. « Eh bien, cher enfant, lui dit le forçat évadé, la Camuse aura longtemps tort avec moi. J'ai, selon ces dames, soutenu victorieusement un coup de sang qui aurait dû tuer un bœuf. »« Ah, vous pouvez bien dire un taureau, s'écria la veuve Vauquer. Seriez-vous donc fâché de me voir en vie, dit Vautrin à l'oreille de Rastignac, dont il crut deviner les pensées. Ce serait d'un homme diantrement fort. Ah, ma foi, dit Bianchon, mademoiselle Michonneau parlait avant-hier d'un monsieur surnommé Trompe-la-Mort. Ce nom-là vous irait bien. Ce mot produisit sur Vautrin l'effet de la foudre. Il pâlit et chancela. Son regard magnétique tomba comme un rayon de soleil sur mademoiselle Michonneau, à laquelle ce jet de volonté cassa les jarrets. La vieille fille se laissa couler sur une chaise. Poiret s'avança vivement entre elle et Vautrin, comprenant qu'elle était en danger, tant la figure du forçat devint férocement significative en déposant le masque bénin sous lequel se cachait sa vraie nature. Sans rien comprendre encore à ce drame, tous les pensionnaires restèrent ébahis. En ce moment, l'on entendit le pas de plusieurs hommes et le bruit de quelques fusils que des soldats firent sonner sur le pavé de la rue. Au moment où Collin cherchait machinalement une issue en regardant les fenêtres et les murs, 4 hommes se montrèrent à la porte du salon. Le premier était le chef de la police de sûreté, les 3 autres étaient des officiers de paix. « Au nom de la loi et du roi, dit un des officiers dont le discours fut couvert par un murmure d'étonnement. Bientôt le silence régna dans la salle à manger. Les pensionnaires se séparèrent pour livrer passage à 3 de ces hommes qui tous avaient la main dans leur poche de côté et y tenaient un pistolet armé. 2 gendarmes qui suivaient les agents occupèrent la porte du salon et 2 autres se montrèrent à celle qui sortait par l'escalier. Le pas et les fusils de plusieurs soldats retentirent sur le pavé caillouteux qui longeait la façade. Tout espoir de fuite fut donc interdit à Trompe-la-Mort, sur qui tous les regards s'arrêtèrent irrésistiblement. Le chef alla droit à lui, commença par lui donner sur la tête une tape si violemment appliquée qu'il fit sauter la perruque et rendit à la tête de Collin toute son horreur. Accompagné de cheveux rouges briques et courts, qui leur donnaient un épouvantable caractère de force mêlé de ruse, cette tête et cette face, en harmonie avec le buste, furent intelligemment illuminés comme si les feux de l'enfer les eussent éclairés. Chacun comprit tout Vautrin, son passé, son présent, son avenir, ses doctrines implacables, la religion de son bon plaisir, la royauté que lui donnait le cynisme de ses pensées, de ses actes, et la force d'une organisation faite à tout. Le sang lui monta au visage, et ses yeux brillèrent comme ceux d'un chat sauvage. Il bondit sur lui-même par un mouvement empreint d'une si féroce énergie, il rugit si bien qu'il arracha des cris de terreur à tous les pensionnaires. À ce geste de lion, et s'appuyant de la clameur générale, les agents tirèrent leurs pistolets. Collin comprit son danger en voyant briller le chien de chaque arme et donna tout à coup la preuve de la plus haute puissance humaine. Horrible et majestueux spectacle. Sa physionomie présenta un phénomène qui ne peut être comparé qu'à celui de la chaudière pleine de cette vapeur fumeuse qui soulèverait des montagnes, et que dissout en un clin d'œil une goutte d'eau froide. La goutte d'eau qui froidit sa rage fut une réflexion rapide comme un éclair.
Il se mit à sourire et regarda sa perruque. Tu n'es pas dans tes jours de politesse, dit-il au chef de la police de sûreté, et il tendit ses mains aux gendarmes en les appelant par un signe de tête. Messieurs les gendarmes, mettez-moi les menottes ou les poussettes. Je prends à témoin les personnes présentes que je ne résiste pas. Un murmure admiratif, arraché par la promptitude avec laquelle la lave et le feu sortirent et rentrèrent dans ce volcan humain, retentit dans la salle. Ça te la coupe, monsieur l'enfonceur, reprit le forçat en regardant le célèbre directeur de la police judiciaire. Allons, qu'on se déshabille, lui dit l'homme de la petite rue Sainte-Anne d'un air plein de mépris. Pourquoi dit Collin. Il y a des dames. Je ne nie rien et je me rends. Il fit une pause et regarda l'assemblée comme un orateur qui va dire des choses surprenantes. Écrivez, papa Lachapelle, dit-il en s'adressant à un petit vieillard en cheveux blancs qui s'était assis au bout de la table après avoir tiré d'un portefeuille le procès-verbal de l'arrestation. Je reconnais être Jacques Collin, dit Trompe-la-Mort, condamné à 20 ans de fer, et je viens de prouver que je n'ai pas volé mon surnom. Si j'avais seulement levé la main, dit-il au pensionnaire, ces trois mouchards-là répandaient tout mon résiné sur le trimar domestique de maman Vauquer. Ces drôles se mêlent de combiner des guet-apens. Madame Vauquer se trouva mal en entendant ces mots. Mon Dieu, c'est à en faire une maladie. Moi qui étais hier à la gaîté avec lui, dit-elle à Sylvie. De la philosophie, maman, reprit Collin. Est-ce un malheur d'être allé dans ma loge hier à la gaîté s'écria-t-il. Êtes-vous meilleur que nous? Nous avons moins d'infamie sur l'épaule que vous n'en avez dans le cœur, membre flasque d'une société gangrenée. Le meilleur d'entre vous ne me résistait pas. Ses yeux s'arrêtèrent sur Rastignac, auquel il adressa un sourire gracieux qui contrastait singulièrement avec la rude expression de sa figure. Notre marché va toujours, mon ange. En cas d'acceptation, toutefois, vous savez. Il chanta. Ma Fanchette est charmante dans sa simplicité. Ne soyez pas embarrassé, reprit-il. Je sais faire mes recouvrements. L'on me craint trop pour me flouer, moi. Le bagne, avec ses mœurs et son langage, avec ses brusques transitions du plaisant à l'horrible, son épouvantable grandeur, sa familiarité, sa bassesse, fut tout à coup représenté dans cette interpellation et par cet homme, qui ne fut plus un homme, mais le type de toute une nation dégénérée, d'un peuple sauvage et logique, brutal et souple. En un moment, Collin devint un poème infernal où se peignirent tous les sentiments humains, moins un seul, celui du repentir. Son regard était celui de l'archange déchu qui veut toujours la guerre. Rastignac baissa les yeux en acceptant ce cousinage criminel comme une expiation de ses mauvaises pensées. Qui m'a trahi dit Collin en promenant son terrible regard sur l'assemblée et l'arrêtant sur mademoiselle Michonneau. C'est toi, lui dit-il, vieille cagnotte. Tu m'as donné un faux coup de sang, curieuse. En disant 2 mots, je pourrais te faire scier le cou dans 8 jours. Je te pardonne, je suis chrétien. D'ailleurs, ce n'est pas toi qui m'as vendu. Mais qui? Ah ah! Vous fouillez là-haut, s'écria-t-il en entendant les officiers de la police judiciaire qui ouvraient ses armoires et s'emparaient de ses effets. Dénichez les oiseaux, envolés d'hier. Et vous ne saurez rien. Mes livres de commerce sont là, dit-il en se frappant le front. Je sais qui m'a vendu maintenant. Ce ne peut être que ce gredin de fil de soie. Pas vrai, père l'empoigneur dit-il au chef de police. Ça s'accorde trop bien avec le séjour de nos billets de banque là-haut. Plus rien, mes petits mouchards. Quant à fil de soie, il sera terré sous 15 jours, lors même que vous le feriez garder par toute votre gendarmerie. Que lui avez-vous donné à cette michonnette dit-il aux gens de la police. Quelques milliers d'écus? Je valais mieux que ça. Ninon Carrier, Pompadour en loques, Vénus du Père-Lachaise. Si tu m'avais prévenu, tu aurais eu 6 000 francs. Ah, tu ne t'en doutais pas, vieille vendeuse de chair, sans quoi j'aurais eu la préférence. Oui, je les aurais donnés pour éviter un voyage qui me contrarie et qui me fait perdre de l'argent, disait-il pendant qu'on lui mettait les menottes. Ces gens-là vont se faire un plaisir de me traîner un temps infini pour m'autolondrer.
S'ils m'envoyaient tout de suite au bagne, je serais bientôt rendu à mes occupations, malgré nos petits badauds du quai des Orfèvres. Là-bas, ils vont tous se mettre l'âme à l'envers pour faire évader leur général. Ce bon trompe la mort. Y a-t-il un de vous qui soit, comme moi, riche de plus de 10 000 frères, prêt à tout faire pour vous demanda-t-il avec fierté. Il y a du bon là, dit-il en se frappant le cœur. Je n'ai jamais trahi personne. Tiens, Cagnotte, voilez, dit-il en s'adressant à la vieille fille. Ils me regardent avec terreur. Mais toi, tu leur soulèves le cœur de dégoût. Ramasse ton lot. Il fit une pause en contemplant les pensionnaires. Êtes-vous bêtes, vous autres? N'avez-vous jamais vu de forçat? Un forçat de la trempe de Colin, ici présent, est un homme moins lâche que les autres, et qui proteste contre les profondes déceptions du contrat social, comme dit Jean-Jacques, dont je me glorifie d'être l'élève. Enfin, je suis seul contre le gouvernement avec son tas de tribunaux, de gendarmes, de budgets, et je les roule. Diantre, dit le peintre, il est fameusement beau à dessiner. Dis-moi, menin de monseigneur le bourreau, gouverneur de la veuve, nom plein de terrible poésie que les forçats donnent à la guillotine, ajouta-t-il en se tournant vers le chef de la police de sûreté. Sois bon enfant, dis-moi si c'est fil de soie qui m'a vendu. Je ne voudrais pas qu'il payât pour un autre, ce ne serait pas juste. En ce moment, les agents qui avaient tout ouvert et tout inventorié chez lui rentrèrent et parlèrent à voix basse au chef de l'expédition. Le procès-verbal était fini. Fin de la 20e section.